Alors que l'avenir de TikTok se joue en ce moment même aux États-Unis, eh bien on débat dans Smart Tech de ces menaces d'influence, voire d'ingérence étrangère que peuvent représenter les réseaux sociaux, avec deux confrères très engagés. Aude Fabre qui est à distance avec nous. Bonjour Aude. Bonjour. Aude Favre, active contre la désinformation au sein de Fake Off et Citizen Facts. Et puis avec vous sur ce débat, Aude, Thomas Huchon, auteur notamment de Anti-Fake News. Bonjour Thomas. Bonjour. Anti-Fake News coécrit avec Jean-Bernard Schmitt, publié aux éditions First. Et vous êtes un spécialiste des théories complotistes. Alors j'ai une première question, puisqu'on y va, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que ce réseau TikTok, vous diriez que c'est vraiment aujourd'hui une arme de propagande, d'espionnage, de manipulation des opinions, comme a pu le dire et l'écrire d'ailleurs dans Le Monde Isabelle Feng, une juriste chercheuse, dans une tribune. Est-ce que vous êtes de cet avis-là aussi catégorique? Je crois que c'est le cas, c'est un peu le cas de tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sont des outils d'influence de l'opinion puisqu'ils diffusent de l'information et que les algorithmes dont nous ne savons rien modifient un peu cette diffusion d'information. Ce sont des outils de surveillance puisqu'ils surveillent leurs clients pour savoir comment les cibler avec des publicités. Et on sait que tous les réseaux sociaux ont à un moment ou à un autre dans leur histoire récente été utilisés par une puissance étrangère pour essayer d'influencer le jeu électoral. Donc ça a été le cas de Facebook pendant la campagne de 2016 aux États-Unis, ça a été le cas de Twitter pendant la campagne française en 2017, ça a été le cas d'Instagram plus récemment sur des choses qui étaient plutôt de l'ordre de la criminalité avec l'affaire Doppelganger, et c'est le cas de TikTok. TikTok a une particularité, c'est qu'il est utilisé afin de faire de l'ingérence, et il est accusé, étant un réseau chinois, de faire aussi de l'ingérence pro-chinoise en choisissant un peu ce qu'il met en avant sur sa plateforme. Ça, parce que vous faites référence par exemple à Cambridge Analytica, c'était pas une opération pilotée par les États-Unis. Jusqu'à preuve du contraire. Non. La vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est que on a beaucoup de mal à trouver les responsables, en tout cas à les connectés jusqu'au bout de ces affaires. Ce sont des affaires numériques, ce sont des affaires qui se passent un peu dans le domaine du secret. Il y a un petit côté, effectivement, c'est pas James Bond, mais c'est quand même plus proche de la DGSE et du Bureau des légendes par certains moments. Et donc, par définition, on a du mal à le savoir. C'est un peu comme la lutte antidopage. Et du mal à le prouver. Ouais, c'est-à-dire que pour savoir qu'il y a une opération d'ingérence étrangère, il faut souvent avoir subi les effets de cette ingérence, comme au Tour de France avec ceux qui prenaient des choses un peu bizarres dans leur petit déjeuner. Aude, vous diriez que TikTok est plus dangereux que les autres, plus suspect en matière de propagande et d'ingérence politique? Je suis pas une grande spécialiste. Je pense que Thomas vraiment a très bien expliqué tout ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, comme je fais énormément d'éducation aux médias, mais d'ailleurs comme Thomas, on va énormément dans les classes. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment le non-recul total. Voilà, le non-questionnement, si on ne vient pas vraiment, il y a un non-questionnement total des élèves sur ces questions, aucune prise de recul, ça leur voilà, et certains me confient qu'ils en font 4 heures, 5 heures, enfin c'est quand même le réseau le plus addictif. Personnellement, moi j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment je trouve une certaine forme de désert de la connaissance en fait sur la puissance de ces outils chez les jeunes générations qui sont pas les plus à blâmer là-dessus, mais c'est celle que j'observe le plus quoi. Donc voilà, tout ça est très inquiétant, ce qui s'est passé, mais je crois qu'on va en parler. Plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, en fait, c'est la puissance d'écho que ça peut donner aussi. C'est la puissance d'écho, et comme le dit très bien Aude, TikTok est le réseau favori des plus jeunes. On a à peu près 40% des utilisateurs de TikTok est le réseau favori des plus jeunes. Il y a à peu près 40% de ce milliard. On parlera de Twitter après. On parlera de Twitter X, mais vous parlez de ce milliard. Il y a 40% de ce milliard, donc à peu près 400 millions des utilisateurs de TikTok qui ont moins de 17 ans. Donc ce sont des personnes très jeunes qui vont sur TikTok expérimenter bien souvent leur premier rapport avec l'information, l'information, c'est aussi ce qui nous construit dans nos opinions. Et donc, c'est leur premier rapport à la citoyenneté, aux questions politiques et sociales. Et
le vrai problème, c'est pas tant qu'il y ait de la désinformation, c'est que ces réseaux, cherchant en permanence à capter notre attention, jouent sur nos émotions. Et d'une certaine manière, ils nous empêchent un peu de réfléchir. Est-ce que TikTok est fait pour nous rendre idiots, comme on a pu l'entendre? Il y a certains qui rendre l'ont dit. idiots Ouais, les jeunes qui disaient générations occidentales. c'est en comparant la manière dont le réseau est fait en Chine et dans le reste du monde, on voit que les jeunes n'ont pas accès à la même chose. Ouais. Les mineurs sur TikTok en Chine, voient des contenus à vertu pédagogique et sont limités à 40 minutes par jour. Vous entendiez ce que vous disait Aude à l'instant. On a, et moi j'en croise aussi dans les collèges et dans les lycées, des gamins qui sont à plusieurs heures de connexion par jour sur des contenus qui ne sont pas du tout ni triés, ni vérifiés, ni choisis pour leur vertu pédagogique potentielle. Donc on est quand même face à une énorme opération sur laquelle il va falloir qu'on protège nos gamins. Parce que on les laisse, on les abandonne un peu là. On les protège contre quoi? Parce qu'on entend, donc je posais la question, vous vouliez réagir là-dessus aussi sur est-ce que finalement ces réseaux sociaux sont là pour rendre idiots des générations de jeunes occidentaux, ou est-ce que elles sont là pour miner des démocraties, comme on l'a entendu aussi? Quelles sont les intentions sous-jacentes? Parce que finalement on leur prête tous les mots, mais on trouve de tout sur ces plateformes. Après, moi, je suis pas dans la tête de ByteDance, donc je pense qu'en fait, il y a une, enfin, tout ça est enfin, ce qui est génial avec les réseaux sociaux pour ces gens-là, c'est que tu peux remplir plein d'objectifs, à la fois, voilà, avoir véhiculer une forme de propagande dans différentes manières, à la fois de faire de l'argent, enfin, tout ça est combiné, associé à des millions d'utilisateurs potentiels, donc c'est quand même des forces de frappe qui sont complètement ahurissantes. Mais est-ce que vous avez constaté des choses très concrètes quand vous allez par exemple dans les collèges et tout ça? Est-ce que vous vous dites, tiens là, on les a retrouvés face à certains contenus qui sont, à notre sens, problématiques? Alors là, il y a 2 jours, enfin, on a juste tapé marcher lune. Vous pouvez tous le faire là, devant chez vous, marcher lune sur TikTok. Et en tout cas, pour les 3/4 des élèves, la deuxième vidéo, mais qui est aussi visible que la première, en fait, en haut, était une vidéo qui expliquait qu'on n'avait jamais marché sur la Lune, par exemple. La deuxième, donc c'est-à-dire qu'en fait, on est parti de cette idée que peut-être on allait être amené assez rapidement à ça. Mais non, le truc est venu direct. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu la petite expérience, je pensais qu'elle allait durer quelques minutes. En fait, le truc vient direct. Donc ça, voilà, c'est un exemple hyper concret, si vous voulez, voilà, et il y a aussi un truc très pervers, mais qui n'est pas propre à TikTok, c'est que les jeunes, ce que je vois beaucoup, en fait, moi, très souvent, me disent, mais madame, c'est certifié. C'est certifié, là. Le compte, il est certifié. Et ce qui fait à la base sourire, parce que je dis, donc t'imagines qu'il y a un contrôle, en fait, de fact-checking, et seuls les très bons les très bons producteurs d'informations obtiennent la certification. D'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'obtient précisément, il doit être question d'argent, mais voilà, il y a aussi des outils comme ça, assez... Enfin, qui participent en fait à cette grande noyade générale en fait des jeunes dans ce réseau. Alors justement, sur les... C'est intéressant sur les comptes certifiés parce que sur Twitter, donc la pratique a été modifiée. Jusqu'ici, voilà, il fallait être un média officiel, un influenceur renommé, une personnalité qui aurait eu sa page sur Wikipédia. En tout cas, c'était la plateforme qui vérifiait un certain nombre d'éléments afin de vous certifier. Avec sa coche bleue. Aujourd'hui, à l'ère d'Elon Musk, c'est plus le cas. Effectivement, c'est une question d'argent. Oui. Il faut payer pour avoir un compte validé et pouvoir avoir sa parole qui se répand plus facilement et remonter dans les résultats. Alors, on peut se dire, alors ça pose un vrai problème, puisque finalement, certifier quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut plus rien dire. On entend aussi, derrière ça, le discours d'Elon Musk qui nous dit, voilà, moi, quand je suis arrivé, quelle était la situation? On avait un réseau social, donc c'est les Twitter Files, on avait un réseau social qui était manipulé par les démocrates. On en a marre du wokisme ambiant sur ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on veut donner de l'air à d'autres discours. Je ne suis pas certain qu'il faut croire Elon Musk quand il nous dit ça. Déjà parce que Elon Musk est habitué depuis plusieurs années à diffuser des fausses informations. Lui-même diffuse énormément de fake news. Et cette histoire des Twitter Files, je sais qu'il y a une espèce de hype un peu en ce moment là, qui est poussée par un journaliste français d'ailleurs aussi. En réalité, ouais, mais en réalité, ces éléments sont extrêmement faibles. C'est-à-dire, on en a parlé quand même parce on en avait parlé à l'époque. On en a parlé à l'époque.
s'il y avait ce que certains veulent voir dans ces Twitter Files, on en aurait parlé. Je crois que... On en a parlé à l'époque. Non, mais ce qui ressort, au-delà de la polémique, parce qu'on ne va pas rentrer dans cette polémique. Non, mais c'est l'idée qu'en fait, on essaierait de cacher un certain nombre de choses, et que les odieux-démocrates, les journalistes qui leur sont alliés, seraient là pour empêcher la machine Twitter de tourner en rond. J'aurais pas dû prononcer le nom. Mais non, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette histoire. Vous parliez d'inversement des valeurs. Non, mais voilà. Alors, je voudrais là, on est complètement là-dedans. Juste pour ne pas rentrer dans la polémique inutilement, parce que du coup, personne n'est d'accord avec ça. Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais il y a un moment, il y a des faits. Excusez-moi, Delphine. Thomas, j'ai une question. Allez-y, pardon, excusez-moi. Sur le fait que sur les réseaux sociaux, on avait le sentiment effectivement qu'il y avait une parole plus lissée, plus contrôlée, d'accord, et qu'aujourd'hui sur Twitter, on trouve à peu près l'opposé. Ça, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, certaines personnes s'en réjouissent. Alors, bien entendu, non mais bien entendu, parce qu'en fait, la question qui se pose, et pas du tout la question... à partir de ma question, donc c'est à partir de quand on décide que là, on est dans le registre du dérapage, que ça va trop loin, on est dans une autre forme, finalement, de manipulation. En réalité, c'est assez simple. Il suffit il y a les faits et il y a les opinions. Et en réalité, ce que ne supporte pas M. Musk et tous ceux qui défendent cette nouvelle vision de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils veulent faire vivre au même niveau des faits et des opinions. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est pas les opinions des autres, c'est le fait que leurs opinions, qui sont mensongères et fausses, soient au même niveau que les faits. Et en réalité, c'est pas seulement une question politique, c'est en réalité une question de civilisation. On est en train de basculer dans un monde dans lequel il n'y aurait plus de faits. 2 et 2 ne fait plus 4. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a décidé que 2 et 2, ça ferait 5. Et ce quelqu'un, c'est la personne la plus riche de la planète, qui possède le réseau social le plus influent de la planète, et qui a décidé de faire élire des gens qui pensent comme lui, et qui en plus sont sur une espèce de terrible recul de nos valeurs citoyennes, sociales, voilà, et qui permet les attaques ad nominem, qui permet tout ça. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. La liberté d'expression, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Et il n'y a pas un seul journaliste, y compris les fact-checkers, qui vous diront le contraire. Mais ce qui se joue, c'est pas la question de la liberté d'expression. Il y a une espèce de terrible instrumentalisation de cette question-là, à des fins de retournement de l'opinion, avec des fake news. Et je crois qu'il va falloir qu'à un moment on se réveille, et y compris que les gens qui... Alors, on a le sentiment justement qu'en Europe, on est réveillé sur ces sujets, puisque on a passé des réglementations. Aujourd'hui, quand Mark Zuckerberg fait une déclaration en annonçant qu'il va stopper le fact-checking, il précise quand même que c'est uniquement aux États-Unis. Dans un premier temps. Et à peu près immédiatement, on a quand même une réaction du côté de la France, en tout cas, avec la secrétaire d'État au numérique qui nous dit nous, ça passera pas, il va falloir respecter certaines règles. Mais est-ce qu'on est suffisamment armé ? Alors là, je m'adresse à vous deux, qui travaillez dans ce domaine du fact-checking, justement, de la lutte contre la désinformation. Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui suffisamment équipé, finalement, face à ces puissances ? Parce que ce sont des énormes puissances, ces réseaux sociaux. En tant que fact-checker ? Oui. Vous avez 4 Bien sûr. En tant que professionnel de la lutte contre la désinformation, oui. Non, surtout que, il y a des opérations, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, par exemple, qui consistent maintenant à noyer aussi les fact-checkers en produisant de la désinfo et en leur, c'est des ingérences russes qui ont été repérées dans ce sens-là et qui noient les fact-checkers en disant vérifie ça, vérifie ça, vérifie ça, vérifie ça, et en fait, pendant qu'on se casse à vérifier les choses, il y a d'autres contenus encore plus fous qui circulent, etc. Enfin, tout ça, c'est très dur de lutter, c'est très dur de lutter. Enfin, je peux pas le cacher. Là, vous me demandez comment je me sens pas top. Sachant qu'en plus, souvent on explique aussi en intervention. Toutes ces plateformes, c'est pas tes amis. Ils développent une relation des fois amicale presque avec leur. C'est pas ton ami, c'est quelqu'un qui fait de l'argent sur ton dos, donc de différentes manières. Et pour ça, il faut que tu absorbes de la pub. Et donc, les contenus qui te sont envoyés sont les contenus qui vont te scotcher le plus à la plateforme, qui sont souvent des contenus complètement sensationnalistes, fake, etc. Donc, et nous, les journalistes, comment on fait pas ces contenus-là. Donc, forcément, on est beaucoup moins vus, on rapporte moins d'argent, on fait moins. Et effectivement, en plus, voilà, il y a peu d'intérêt. En fait, on est dans une société qui a peu d'intérêt à aiguiser l'esprit critique.
Thomas? Que ce soit au niveau de, enfin, tous ceux qui sont en puissance économique, politique, très peu de personnes ont intérêt à ça, et donc très peu de personnes le font, et donc on est très peu armés. C'est de fait. Hein. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la seule arme, parce qu'on entend beaucoup parler du mouvement Hello Kittix pour le 20 janvier, Oui. est-ce que la seule arme, finalement, la plus efficace, c'est de quitter les réseaux sociaux? Mais alors, dans ce cas, il faut quitter tous les réseaux sociaux. Oui, en réalité, si on décide qu'il y en a un qui nous pose problème et qu'on énumère les raisons, notre discussion a commencé comme ça. Ah oui. Est-ce que le problème, c'est TikTok ou les réseaux sociaux? En réalité, il y a un peu la même logique à chaque fois. Et d'ailleurs, on voit bien qu'après X, anciennement Twitter, Meta, la semaine dernière, Google est en train d'aller sur le même chemin aussi, et que, je vous parlerai même pas de la modération et du fact-checking sur TikTok. Je pense que tout le monde a à peu près compris que c'était totalement inexistant. Je crois qu'on a 3 solutions. La première solution, on le sait, avec Aude, et on le sait d'une manière générale, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut arriver, vu qu'il n'y aura plus de vérification sur les plateformes, vu que tout ou presque va pouvoir circuler, eh bien il va falloir que les citoyens soient capables de faire la différence, de trier le bon grain de livret. La seule manière, c'est de leur apprendre. Les plus jeunes à l'école, les plus âgés, il ne faut pas les oublier, hein, il ne faut pas oublier tonton antivax et tata conspi. Il va falloir faire aussi de la formation professionnelle. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose que sur votre antenne, un certain nombre de gens aussi ont des discours qui ont déjà été tenus. La deuxième arme, c'est la régulation. Vous avez posé la question du DSA, est-ce qu'il va pouvoir rentrer en jeu? Qu'est-ce que vont faire les pouvoirs politiques là-dessus? Et il y a un troisième élément qui va être aussi nos propres comportements. C'est-à-dire qu'à un moment, Aude l'a très bien rappelé, ces plateformes, elles ont besoin de nous pour gagner de l'argent. Et donc, nous, on a un peu moins besoin d'elles qu'elles ont besoin de nous. Et donc, il y a un moment, il faut aussi que ce rapport de force avec les plateformes s'inverse. Finalement, le pouvoir, il est un petit peu dans nos mains ou entre nos pouces qui swipe, hein, si on peut aller jusque-là. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on s'interroge aussi individuellement, en tant que société, en tant que communauté nationale, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, et à quel moment c'est trop. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Nourrir la bête, quoi. Mais voilà, mais il y a un moment, il va falloir que chacun se fasse un peu son propre jugement là-dessus. Et pour ça, ça va être très important de pas uniquement consulter des infos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Thomas Huchon et Aude Favre, d'avoir participé à ce débat. Et puis, bonne continuation, surtout pour vos travaux. Bon courage. Allez, à suivre, on va s'intéresser à comment protéger nos données avec les IA génératives.